N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Madame, Messieurs, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé, Taxi Presse de ce mardi. C'est avec Fioklou Adanglenou, le patron du journal L'Enquêteur, Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau, et Ambroise Pondio, le patron du journal des Guardians. Ensemble avec eux, nous reviendrons sur une question de sécurité. Elle agite très sérieusement le Burkina Faso et la sous-région, on va dire, après donc surtout la révolution et surtout depuis l'avènement du pouvoir de Roch Christian Kaboré. Presque chaque mois, on assiste à des attaques de djihadistes. Un grand nombre se déplace désormais entre le sud du pays et le nord du Ghana, du Togo, du Bénin et même à l'est du Niger. Un sérieux problème à gérer pour les premiers flics de ces pays qui multiplient les rencontres. La semaine dernière, un prêtre espagnol, un salésien, a été même tué juste après avoir franchi la frontière Togo-Burkina Faso. On va revenir sur le sujet. Tout à l'heure, on sera au téléphone aussi avec Ferdinand Haïté. La politique aussi, on va l'évoquer avec la dernière sortie du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le Ghanéen pense que le problème togolais, c'est aux Togolais de le régler. On reviendra sur le sujet, puis on vous donnera vous aussi la parole. Retour avec les confrères. Bonjour à Acha Ibrahim. Bonjour Eric, bonjour aux passagers de notre taxi. Vous allez bien? Ah oui, en forme. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Ambroise Pondio. Oui Eric, bonjour. Bonjour chers confrères ici présents. Bonjour les auditrices et les auditeurs de Radio Taxi FM. Merci d'être avec nous. Bonjour Fioklou. Bonjour Eric, bonjour Acha, bonjour Ambroise, bonjour aux auditrices et auditeurs de Taxi FM. Je voudrais qu'on commence par ce sujet, c'est lié donc à la santé. Vendredi dernier, eh bien, le président de la République, Faure Gnassingbé, a procédé à la pose de la première pierre d'un hôpital de référence, un hôpital moderne, c'est ce qui est dit. Ça s'appelle Saint-Pérégrine. Cet hôpital va être donc construit par la Caisse nationale de sécurité sociale, la caisse qui apporte la majeure partie des fonds. L'hôpital est évalué à 17 milliards de francs CFA et les maîtres d'ouvrage ont 12 mois pour terminer l'hôpital moderne de référence. Quel commentaire peut-on en faire aujourd'hui? C'est vrai que nos hôpitaux sont dans des états lamentables. On a de cesse de l'évoquer tous les jours. Aujourd'hui, c'est la Caisse qui offre presque un hôpital au Togolais. Quel commentaire peut-on en faire aujourd'hui? C'est quoi le Oui, il faut saluer cet ouvrage qui va bientôt arriver. C'est un hôpital qui va occuper une superficie de 60 000 mètres carrés, y compris les installations hôtelières et les lits ports. Si il est effectivement construit, nous aurons 80 000 patients à soigner par an et 10 000 hospitalisations, si tout va bien. C'est un hôpital de référence parce que le plateau technique sera très moderne et les professionnels de la médecine qui vont intervenir seront des internationaux comme des nationaux. Et ça va permettre à la population togolaise et aux populations des pays voisins de pouvoir se soigner au Togo. Et c'est un plus. Surtout que la Caisse nationale de sécurité sociale, avec les accidents de travail, on parle toujours d'évacuation. Ça va permettre aux Togolais de supprimer ou bien de ne plus évacuer des Togolais parce que
tous les services ou bien tous les soins seront faits dans cet hôpital Saint-Péregrin. Oui, je pense que l'initiative en soi est une bonne chose parce qu'on n'a pas d'hôpital de référence. Je crois que tout ceci devait être prévu par le gouvernement, pas forcément une norme ou parapublic de l'État qui devait en principe le faire. Tel que le gouvernement, l'État a pensé construire des hôpitaux dans les régions principales, notamment Lomé avec le CHU Sylvanus Olympio et un autre à Kara. Et dans les autres faubourgs, il y a des centres hospitaliers régionaux. Oui. Je crois que un hôpital de référence, ça ne va pas émaner d'une initiative venant d'une institution. Oui, ça vous choque? Ça ne me choque pas. Vous voulez en principe que ce soit l'État qui a le pouvoir régalien, parce que c'est lui de bâtir. Absolument. Parce que quand ça parle l'État, ça englobe toute la nation. Mais quand ça vient d'une institution, c'est un peu caporalisé. Et nous sommes dans une susceptibilité ici au Togo, on se connaît. Parce que vous allez voir ceux-là qui vont travailler dans cet hôpital, des gens de même consonance, et il y aura ce que les gens peuvent craindre comme étant une discrimination qui peut arriver à tout moment. Alors, il faut quand même préciser que la Caisse nationale de sécurité sociale, selon ce que le confrère L'Alternative a écrit ce matin, est une structure à 3 entités, à savoir l'État, le patronat et le syndicat des travailleurs. Oui, c'est bien, tout comme c'est défini, c'est bien, mais je dis, le gouvernement pouvait, à travers le ministère de la Santé et des Finances, ça doit être un projet transversal, c'est-à-dire qui englobe l'initiative de ce projet-là, pour que tous les Togolais se retrouvent dedans comme l'hôpital de Tokoin et de Kara. Je n'ai rien contre l'initiative, je dis que c'est une bonne chose, y compris celle-là qui a eu l'idée, c'est bien, mais je dis que en la forme, ça me pose un problème institutionnel. Maintenant, l'autre problème, c'est la référence dont on parle. J'aurais aimé voir réellement que cet hôpital soit un hôpital de référence, tel que le nom l'indique. Les mots ne doivent pas être choisis au hasard, les mots doivent avoir leur place dans la pratique de la chose. Maintenant, la question qui touche aussi la forme, aussi, c'est le nom même donné à cet hôpital. Saint-Péregrin. Je suis désolé, c'est un nom que moi je ne comprends rien, de ce nom. Je ne sais pas pourquoi on ne donne pas Toukou Tamakou ou Ziao ou quelque chose à cet hôpital. Et qu'on me dit, même le palais de la Marina dont on parle, allez voir au Burkina, allez au Mali, les noms, pas Mali, au Burkina, les noms qu'on donne au palais présidentiel et autres, c'est des noms qui viennent du terroir. Des noms locaux. Des noms authentiquement africains et de racines africaines. Maintenant, on dit au Péregrin. C'est-à-dire, quand les confrères ont commencé par écrire ça, je vous jure que je ne savais même pas que c'était cet hôpital. Je vous jure. C'est là, je tombais des nuits quand on me dit que c'est le nom de l'hôpital. Ma vieille, qui est là-bas, je vous dis comment elle va appeler. L'hôpital là, le nom va finir par se transformer. Comment vous l'appelez? Péregrin. Yeah. C'est-à-dire que la vieille là, vous allez voir comment ils vont transformer ce nom-là. Donc, de grâce, il faut penser à revoir le nom. Ça ne vient que de moi, hein. Le nom, c'est difficile d'avoir prononcé et il faut trouver un nom togolais là-bas. Maintenant, en dernière position, je crois que l'État devait aussi penser renforcer l'équipement des autres hôpitaux qui sont d'obédience publique avant de se lancer. J'ai l'impression qu'au Togo, des fois aussi, on fait de bonnes choses, hein. Mais le fait qu'on marche sur la tête avant de les réaliser, ça aussi, ça retourne contre soi. Qui n'arrive pas à marcher sur sa tête. Ce que j'ai dit, ça tu as compris. Quitte à celui qui me comprend de comprendre. Ce qui veut dire que j'étais à l'hôpital de Tokoin hier, à l'hôpital Sylvanus Olympio hier. Ça fait pitié. On n'a pas pensé prendre au moins 10 milliards, même si 5 milliards, prendre un bon scanner, des plateaux techniques d'opération dans les différents services traumatologie. Oui, mais ça, on le sait déjà, on a fait déjà le constat là, qu'il n'y a rien qui soit là. Maintenant, on crée un hôpital, c'est bon. Ça veut dire que les gens vont vivre, à part le service militaire, comment vous l'appelez, la médecine militaire, les gens vont courir vers là. Et l'hôpital de Tokoin qui est la grande... va se dégrader un peu plus. Oui, c'est ça. Alors vous craignez un abandon. Ils vont je vous dis, ils vont l'abandonner. Ils vont l'abandonner et ça sera un mouroir pour les autres pauvres qui difficilement mangent à des mains,
qui est déjà infecté par l'herbicide, et finalement ils vont se retrouver chez eux sans pouvoir se soigner. Moi, je ne crois pas que ce soit ça. C'est ça. Très bien, oui, c'est votre avis aussi. On dépose les pouvoirs. Oui, Acha Ibrahim. Non, il faut dire que... On touche un point essentiel aussi, hein, c'est-à-dire que l'État a un rôle, c'est-à-dire permettre aux citoyens de bien se soigner. On a des hôpitaux dont on a toujours parlé du mal dans ce pays. Quand vous allez au CHU Sylvanus Olympio, quand vous allez dans les autres centres de santé, c'est de la merde. Alors, on n'arrange rien, on n'apporte pas de solution, mais on contribue à mettre en place un autre centre pour qui on n'a presque rien contre. Hein. Effectivement. C'est le raisonnement d'Ambroise. Oui, c'est ce que je dis. Donc, je reconnais que mon confrère Ambroise a dit que l'hôpital, l'idée en soi, elle n'est pas mauvaise. C'est bien de construire un hôpital, de doter notre pays d'un hôpital de référence. Et ça, c'est très important. Nous devons saluer cette initiative et prier que cette initiative aille à terme, parce que c'est l'essentiel. Il ne s'agit pas d'aller poser la pierre. Il faudrait que très bientôt, comme ça a été dit, au bout de 12 mois, qu'on voit vraiment l'hôpital sortir du sol. C'est ça qui est important. Bon, l'autre aspect, c'est que nous avons des centres de santé qui sont presque abandonnés, le plateau technique est très dégradé, et le personnel soignant même ne se sent pas en nombre pour pouvoir prendre en charge les patients. Et donc, il était important quand même de la part du gouvernement de faire un effort nécessaire pour voir comment remédier à cette situation, chercher des fonds pour pouvoir équiper ces hôpitaux, surtout le CHU Sylvanus Olympio, qui est un grand hôpital et un hôpital de référence, bien évidemment, parce que c'est la seule structure assez publique et assez, disons, grande, et pas de par aussi sa superficie et le personnel aussi qui est officier là-bas. Nous avons de grands professeurs de la médecine de notre pays, c'est là-bas qui travaillent. Donc, c'était important quand même de faire un effort pour l'équiper, faire en sorte que les Togolais puissent aussi se référer à ce centre lorsqu'ils souffrent des pathologies et lorsqu'ils éprouvent des problèmes de santé. Ça, c'est important. Le gouvernement doit avoir cet aspect. Bon, maintenant, quand nous revenons par rapport à la Caisse nationale de sécurité sociale, il faut reconnaître que c'est après tout une institution étatique, et donc ce n'est pas une institution privée. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème en cela. Donc, construire un hôpital financé par la Caisse nationale de sécurité sociale, moi, j'estime que c'est toujours l'État qui est en train... Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Non, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup... Ça voudra aussi dire que la Caisse est plus riche que l'État. Non, ce n'est pas ça. Ça voudrait dire plutôt que la Caisse est partie sur un argumentaire. Il y a un argumentaire qui est décliné en ce sens, qui dit que l'évacuation leur coûte beaucoup plus cher. Et vous savez, quand on parle d'évacuation sanitaire, à part l'intervention sanitaire même, c'est-à-dire que l'hospitalisation et tout, il y a des frais connexes. Il faut prendre le visa, il faut chercher le billet d'avion, il faut chercher au besoin un avion médicalisé. Donc ça revient très cher. Vous comprenez? Donc, si on arrive à avoir un hôpital de référence sur place, je pense que ça pouvait on pouvait faire économie de tous ces frais connexes-là. Le billet d'avion, le visa, les frais pour amener un avion. Vous savez, pour trouver un avion médicalisé en bonne et due forme, c'est pas moins de 50 millions. Il y en a qui viennent ici pour prendre nos compatriotes pour aller à l'extérieur, des avions médicalisés. Mais bien sûr, il y en a qui les louent. Oui, il y a des compatriotes qui les louent. Parce que quand on prend ce sérum et qu'on accroche quelque part dans l'avion, c'est pas non, c'est pas ça. C'est pourquoi je parle c'est plus de 50 millions pour amener un jet mais un peu médicalisé avec toutes les structures des médecins sur ça, le confort. Et pour pouvoir vous transporter, amener dans un centre de référence et un peu dans la sous-région, à Abidjan ou bien autre. Vous savez, il y a des évacuations au Maroc notamment, et en Tunisie, pourquoi pas. Et donc maintenant, notre hôpital de référence, ce qui est aussi très important, c'est que c'est à l'image de l'hôpital américain de Neuilly en France. Vous savez, donc, et même c'est prévu une navette des médecins. Les médecins peuvent quitter l'hôpital américain de Neuilly là pour venir ici à Lomé, intervenir, faire les prestations qu'il faut et repartir. Il y a aussi ceux qui vont quitter ici aussi pour aller. Donc ce partenariat va permettre à ce que l'hôpital soit vraiment un centre de référence, comme c'est bien dit, et amener les populations vraiment à se soulager. Bon, maintenant l'inquiétude, l'autre aspect, je vais terminer par là, c'est le coût. Il faudrait qu'on pense à cela. Est-ce que le Togolais moyen, non, je parle des choses, la prestation pour se
soigner. Est-ce que le Togolais moyen peut aller là-bas? C'est ça la question. Moi, c'est mon inquiétude. L'étiquette de référence. De référence, et on parle même d'un hôtel qui sera annexé, 4 étoiles. Ça voudrait dire que quand vous devez être hospitalisé là-bas, vous devez peut-être avoir une chambre là-bas. Mais je me demande, est-ce que le Togolais, quand on parle d'un hôtel 4 étoiles, c'est que la chambre, les hôtels que nous connaissons ici, même de 2, 3 hôtels, la nuitée, c'est pas moins de 50 000. Donc si vous devez passer 3 mois ou bien 2 mois dans un hôpital, vous voyez ce que ça donne comme coût. Et par rapport même aux prestations, quand vous voulez avoir des soins, le bon pour pouvoir avoir accès peut-être à la radiologie ou bien tout ça là, donc il faudrait qu'on pense le côté social de la chose et qu'on fasse nécessairement un effort pour amener les Togolais à pouvoir, même le Togolais moyen, à pouvoir se soigner dans ce centre. On parle de 12 mois pour réaliser tous ces travaux. Est-ce que c'est sincère? Oui, et si vous permettez, parce que c'est dit que l'hôpital, il y a une partie ce complexe qui sera fabriqué en usine. Donc, il faut seulement le socle. Et après, maintenant, on viendra à poser tout ce qu'il y a et je pense que ça va aller vite. Préfabriqué. C'est préfabriqué, bien évidemment. Il faut seulement la fondation. La fondation. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin réellement? Est-ce que c'est pas mieux de bâtir un truc réel? Non, c'est ce que nous pensons toujours au béton, au ciment et autres. Vous savez, sous d'autres choses, ce n'est pas le béton et le ciment toujours. Il y a des structures, des matériaux beaucoup plus sophistiqués et qui résistent à tout. Je pense plutôt que peut-être il veut, si on prend le chemin de l'écologie, avoir des bâtiments plus écologiques comme aux États-Unis, des bâtiments que vous pouvez déplacer de Lomé à Sokolé, ça existe dans plusieurs États aux États-Unis. Si c'est ça, là ça pourrait encore être une illustration, comment vous l'appelez, un cas d'école pour les autres. Parce que c'est l'innovation dans la sous-région. Je pense qu'il y a un hôpital. Il a même dit qu'il y aura un centre écolo. Et que ça serait vraiment très bien. Donc, dans ce cas, c'est bien. L'électricité, l'eau, tout ça sera produit sur place. L'aspect que Acha a relevé qui, pour moi, paraît important, c'est cet hôtel qui sera contigu à l'hôpital qui reviendra plus cher au Togolais moyen. Donc ça, c'est les nobles qui iront là-bas, les plus aisés. C'est-à-dire que si c'est ça, donc ça vous a dit que c'est grave. Déjà, ça s'annonce grave. Non, quand vous avez les moyens, vous y allez. Quand vous n'en avez pas, vous n'y allez pas. Donc tu me rejoins. Non, par rapport à l'hospitalisation à l'hôpital. Oui, ça veut dire parce que dans les centres de santé, on hospitalise des gens. Oui, mais ça veut dire que quelque part, le développement sera très avancé du côté des hôpitaux de Tocoin et du CH Campus. Tout à l'heure, vous avez parlé de Saint-Pérégrin. Quand les grands vont vouloir aller là-bas, ils vont même oublier ici. Oui, Saint-Pérégrin, c'est le saint patron des malades incurables. C'est un religieux servite italien. Voilà, vous avez tout maintenant, Ambroise Konjo. Oui, pour cet hôpital, il est bien dit qu'il y aura une autonomie en électricité et en eau. Que le coût moyen de 17 milliards, c'est moins cher, 5 fois par rapport au coût normal. Si on pourrait faire les matériaux dont on parle. Ce qui veut dire qu'ils ont fait une étude, même des gens disent que le sol n'est pas propice pour cet hôtel. Moi je dis, avant de construire un bâtiment, il faut le permis de construire. Et le permis de construire permet de faire l'étude du sol. Ce qui veut dire que tout ce que les gens avancent comme argument pour parler mal du projet, moi je mets du courant rouge là-dessus. Ils sont libres, c'est leur opinion. Il y a un auditeur, il y a des auditeurs qui réagissent qu'il fasse mieux. Bien sûr. Alors, il y a un auditeur qui nous dit que je vais commencer par une partie de son message, puisqu'il a commencé par M. Fioclou. Oui. Il dit que vous allez défendre encore ce signe de manque de vision de ceux qui ne sont-ils pas imposés par la force ou sont imposés par la force togolaise depuis des années. Alors, pourquoi laisser, c'est là où c'est intéressant, pourquoi laisser les deux CHU de Lomé dans un état désastreux et aller construire un soi-disant hôpital de référence porté par la Caisse nationale de sécurité sociale? Quels médecins vont travailler dans cet hôpital? Ça, c'est l'interrogation de l'auditeur. Il dit, veut-on utiliser la maladie des Togolais pour se faire davantage de l'argent? Nous savons que la Caisse est vachement riche aujourd'hui, parce que c'est les travailleurs, cotisent et tout ça. Veut-on utiliser la maladie des Togolais pour se faire davantage de l'argent? Combien de Togolais pourront aller se faire
soignés dans cet hôpital. Un petit peu comme Ambroise Ponjo le disait. Oui, mais il faut qu'on commence pour avoir le tarif des prix avant de pouvoir juger. Mais pour le moment, comme l'a dit Ambroise, moi je l'ai dit ce matin sur Radio Métropolis, que ce n'est pas parce qu'on doit mettre sur les fonds baptismaux un hôtel qu'on doit négliger les deux CHU et les hôpitaux régionaux. Qu'il faut remettre en état les équipements flambant neufs et de revoir les plateaux techniques sur toute l'étendue du territoire. Que le gouvernement doit faire un effort pour remettre en état moderne toutes les structures de santé au Togo, même que ce soit les unités de soins périphériques dans les villages. Il le faut. Il y a un auditeur qui nous dit qu'au Togo, il y a une contradiction. La caisse qui n'arrive pas à nous payer l'allocation de 2000 francs va trouver des milliards. Ou parce que l'année 2018, il y a eu une carrière de 9 mois, une arrière de 9 mois à nous payer. Voilà donc le travailleur qui se signale. Il y a un autre qui nous dit, pour moi, il faut d'abord les hommes de déférence qu'un bâtiment de référence. Si 10 milliards sont partis en l'air, ce n'est pas 17 milliards qui effraient ou qui effraieraient. Bon. Je pense que l'auditeur veut évoquer le projet BID. Oui, bien évidemment. BIDC plutôt. Oui, avec le scanner, et non pas seulement le scanner, il y a aussi il y a les véhicules, les emplois, les services à faire par rapport à la modernisation. Moi, j'en ai parlé en 2009. Du système sanitaire dans notre toutes pays. Les structures. Je pense que c'est important. Et quand jusqu'alors on ne situe pas les responsabilités, il n'y a aucune mesure qui est prise par rapport à ceux qui ont éventré ce projet. Je pense que ça ne peut que heurter, ça ne peut que choquer et faire peur par rapport à ce projet qui est actuellement en cours et dont la première pierre a été posée par le chef de l'État. Donc, est-ce que le chef de l'État va aller poser une première pierre et après 12 mois constater que le projet n'a pas abouti et qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il va encore se taire par rapport au projet BIDC? Je pense que ça doit vraiment inquiéter. D'accord. Alors, je suis justement d'accord avec Ambroise, nous dit cet auditeur. Permettez que je vous le message. Voilà. Je vous jure que nous, les pauvres, on n'aura pas accès à cet hôpital et que le CH Tocoin serait abandonné. Voilà cette crainte qui revient. Oui. Est-ce que c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui doit piloter la construction d'un hôpital? Se demande un autre auditeur. Il y a un autre qui nous dit, d'accord, très bien, un autre auditeur qui nous dit, la Caisse nationale de sécurité sociale peut faire des placements de fonds de réserve pour que les fonds ne dorment pas. Cela ne pose aucun problème. On peut le considérer ainsi comme placement de fonds? Oui. Oui, puisque c'est un investissement au niveau... Bon, on parle de partenariat. Quand on parle de partenariat, l'autre donne et l'autre aussi donne. Ce n'est pas la caisse seule qui construit, c'est un partenariat. Il faut comprendre qu'un partenariat, ce n'est pas une question d'exclusivité. C'est ça. D'accord, très bien. Donc ça doit être effectivement un projet qui est financé par et ceux-là qui déposent l'argent là-bas, c'est-à-dire les fonctionnaires. Oui, c'est pour les travailleurs sociaux et semi-capitalistes. Je ne sais pas comment l'appeler. Non, quand je parle semi-capitaliste, ça veut dire quoi? Mais quand vous dites hôpital de référence, avec un hôtel contigu de 4 étoiles, ce n'est pas du chocolat. Donc, il y a combien de 4 étoiles ici au Togo? Il n'y a pas 5 étoiles au Togo. Ça veut dire que la référence, c'est les 4 étoiles là. Ça veut dire que il y a les nobles, c'est-à-dire ceux qui sont de la classe Louis XIV, et ceux-là qui sont de la classe des intouchables indiens, qui sont là. Donc il va falloir voir le bon milieu pour trouver l'alternative pour que les enseignants qui gagnent peut-être 50 000 francs aussi puissent venir se soigner là-bas. Très bien. C'est ça. Monsieur, merci beaucoup. Il est 11h30 sur la radio. On pourra revenir sur le sujet tout à l'heure lorsqu'on donnera la parole aux auditeurs et pourront revenir sur ce sujet également sur les autres que nous aborderons. Je voudrais justement que nous abordons un sujet concernant donc la sécurité. La sécurité dans la sous-région, la sécurité au Togo également, avec ce phénomène des djihadistes qui sont presque à nos portes, s'ils ne sont pas déjà à l'intérieur. Vous savez que ce sujet agite très sérieusement le Burkina Faso et chaque jour que Dieu fait, on n'écoute que des sons, des bottes, des calaches et consorts, et surtout depuis
eh bien, cette fameuse révolution au Burkina Faso qui a mis loin de sa patrie à Blaise Compaoré et l'avènement du pouvoir de Roch Christian à Kaboré, tous les jours, on assiste à ces djihadistes qui sèment le désordre, l'anarchie un petit peu dans la zone. Un grand nombre, et c'est ce qui devient dangereux, un grand nombre se déplace désormais au sud du Burkina et donc au nord presque des pays frontaliers au Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, un petit peu à l'est du Niger également, et ça devient un véritable problème de ces pays-là, se réunissent très régulièrement. La dernière fois c'était au Bénin où ils se sont rencontrés pour discuter de ces sujets, vous harmoniser eh bien, les forces et combattre ce phénomène-là. Alors, pour évoquer le sujet, nous avons au téléphone avec nous Ferdinand Haïté, le patron de Région d'Alternative, qui l'a abordé ce matin. Ferdinand, bonjour. Bonjour, citoyen d'État. Alors, Ferdinand, on va dire que le sujet que vous évoquez ce matin, c'est par rapport donc au père César Fernandez qui a été lâchement assassiné la dernière fois au Burkina Faso après qu'il ait franchi la frontière Togo-Burkina. Et ça relance justement le débat sur la lutte contre les djihadistes dans la sous-région et au sud du Burkina, donc au nord du Togo. Oui, tout à fait. Le témoignage même de l'assassinat, le déroulé des événements est relaté dans l'apparition de ce jour par des gens qui sont proches des Salésiens. On comprend facilement que le père et ses collègues togolais arrivaient au poste de douane à 50 km du Togo, après la frontière du Togo dans le Burkina, quand les djihadistes ou les hommes armés venaient l'attaquer ce poste de douane, et ils ont tué quatre douaniers, et eux ils arrivaient au moment où les gars s'apprêtaient à replier, et donc ils ont eu le malheur de tomber sur eux, ils ont été arrêtés, fouillés, et puis ils ont été conduits à côté, le père séparé des autres, et puis il a été facilement battu. En réalité, toute cette zone, le sud du Burkina, le sud du Niger, le sud du Burkina, le sud du Niger, qui font frontière avec le nord du Bénin, le nord du Togo, le nord du Ghana. Cette zone est, à un certain moment, infestée de djihadistes. Vous savez que quand les djihadistes sont traqués au Burkina et au Niger, ils replient vers le nord du Togo, parfois le nord du Bénin et le nord du Ghana. Donc c'est une zone aujourd'hui très, très, très rouge sur la carte sécuritaire, et notre pays n'est pas à l'abri de ces genre de choses. Et je pense que depuis un certain temps, il y a des sécurité qui sont renforcés dans la zone des savanes aujourd'hui, pour vraiment contrôler qui rentre, qui sort, parce que ces gens, ils opèrent souvent par les frontières non conventionnelles, à dos de chameau ou à moto. Et donc, nous ne sommes plus vraiment à l'abri de cette menace-là. Et c'est pas que nous, le Ghana et le Bénin, qui font frontière avec le Burkina et le Niger. Donc, c'est vraiment grave ce qui arrive dans toute cette zone-là. Vous savez que depuis un certain temps, lorsque les Burkinabés sont attaqués, des forces de l'ordre burkinabé ou des militaires burkinabés ont repris même sur le Togo à un moment donné avec l'armée et munitions, et ils ont été remis après à leur pays. Et donc, nous sommes vraiment sous menace. D'accord. Et le phénomène est à nos portes. Oui, justement, Ferdinand, est-ce que le Togo est réellement sous menace terroriste aujourd'hui? Oui, mais à partir du moment où les gens qui sont traqués de l'autre côté, parfois, ils font des incursions chez nous, soit pour se mettre à l'abri ou soit pour chercher des moyens de subsistance, ça veut dire que nous sommes sous menace. C'est pas parce que il n'y a pas encore eu de grabuge ou d'attentats sur notre territoire qu'on n'est pas sous menace. À partir du moment où nous sommes frontaliers aux pays qui sont aujourd'hui en proie à ces mouvements terroristes, et que lorsque ces terroristes sont traqués, ils ont tendance à franchir les frontières pour se réfugier chez nous, avant de retourner commettre les forfaits de l'autre côté, nous sommes vraiment sous menace. Et donc, ce n'est pas des choses avec lesquelles il faut s'amuser. Il faut maintenant intégrer tout ça dans le dispositif sécuritaire du pays et mettre toutes ces zones-là sous contrôle. Et je pense que c'est ce que le Togo, le Burkina, le Bénin et le Ghana font davantage, parce que
il y a quelques mois, il y a eu une réunion de tous les ministres de la sécurité dans le Burkina. Ces 5 pays-là, le Niger, le Togo, le Bénin, le Ghana et le Burkina, pour essayer de balayer toute cette zone qui devient maintenant le repère de cette là. D'accord, très bien. Ferdinand, vous restez avec nous, hein. On va évoquer le sujet avec les confrères, ensuite on vous retrouvera. Oui, Fioclo Adanglenou, c'est un sujet qui doit inquiéter aujourd'hui. Voilà, bon, il est presque un compatriote, le révérend père César, qui a été lâchement tué par les djihadistes dans la zone. Et quand on écoute les récits, les commentaires de ses confrères togolais qui étaient avec lui quand il a été assassiné, on se rend compte que ces gens-là sont impitoyables. Ils sont impitoyables par rapport aux Blancs. On l'a tué parce qu'il a la peau blanche. C'est ce que je vais dire. On l'a fouillé son véhicule. On sait qu'il est européen, il a la peau blanche. C'est pourquoi on l'a assassiné. Ce qui est sûr, c'est que... Mais avant, ils ont assassiné aussi des Burkinabés, les douaniers. Et surtout, les hommes en uniforme. Et ça fait presque 4 ou 5 ans que ça a démarré mal au Burkina. Le fait même d'attaquer l'état-major général de l'armée à Ouagadougou, qui a été un acte spectaculaire, ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile à croire que le Burkina n'a plus d'hommes pour la sécurité. Et ici, quand ils s'attaquent aux forces de sécurité, cela veut dire quoi? Ceux-là qu'on appelle djihadisme, plus quoi? L'islam. C'est ça. Et nous ne devons pas oublier non plus que quand Blaise était aux affaires, il essayait de discuter avec ces djihadistes. Il négociait avec eux. C'est le général Diendéré qui était l'homme de terrain pour la sous-région. Et même les services étrangers travaillaient avec lui. Et voilà que Blaise n'est plus là et que Diendéré est en prison. Est-ce qu'on peut traiter le problème comme un problème de règlement de compte de ceux-là qui étaient leurs interlocuteurs, ou bien ils font les choses là à cause de l'islam? Puisque dans leur mode d'action, ils tuent même des musulmans qui sont... parce qu'après une communication du tout. Ils tuent même Boko Haram, tous des musulmans et autres là, c'est ce qu'on ne comprend plus. Est-ce que c'est toujours Boko Haram qui vient jusqu'ici, ou bien ce sont d'autres Nigériens terroristes qui viennent jusqu'à nos portes? Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est quand ces gens-là sont annoncés jusque dans notre pays, au nord du Togo, à la frontière, puisque quand ils vont conduire leur forfait, ils rebroussent chemin, ils viennent au Togo, ils viennent au Ghana, ils viennent au Bénin, avant de repartir à l'assaut. Il y a un auditeur qui nous dit que pour limiter ce fléau concernant la sécurité, il faut forcément envoyer Blaise Compaoré en prison au Burkina Faso. Je ne sais pas si ça peut quand même régler le problème. Ambroise, de quel commentaire vous en faites? Oui, je crois que l'auditeur là a posé le problème de Blaise Compaoré pour des raisons pertinentes. Moi, la question que je me pose très souvent, qui se cache derrière ce phénomène de djihadisme au Burkina? Je commence par me plaindre du Burkina. Et ça me fait pitié que le Burkina soit aujourd'hui un brasier pour les djihadistes, les gens sans foi ni loi, des voyous, des gens, des malades mentaux, je peux les appeler ainsi. Vous savez, je crois que les puissances occidentales ne sont pas aussi anodines dans cette histoire. Parce que je suis en train de soupçonner des puissances occidentales. Pire, mieux, une puissance occidentale derrière tout ça. Comment Blaise Compaoré a quitté? Quand j'ai suivi un post de Charles Blé Goudé par rapport à un djihadiste qu'il a eu à rencontrer en prison, tout ce que le monsieur a vomi par rapport à Blaise Compaoré ne serait pas anodin, et Blaise Compaoré c'est la France. Donc allez comprendre que vous avez fait une révolution au Burkina, vous avez dit que le peuple est sorti, alors donc nous sommes là, pour balayer et enlever l'histoire de révolution sankariste dans la tête des gens. Il faut envoyer des djihadistes, des fous, des gens qui ne comprennent rien de la géopolitique pour pouvoir maintenir l'hégémonie occidentale dans ce milieu. Je veux bien parler du Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso, on peut tout dire, le Burkina Faso, on ne s'amuse pas avec l'authenticité africaine. On ne s'amuse pas avec la révolution, on ne s'amuse pas avec certains symboles. Et ça, là, ça fait mal aux Occidentaux. C'est ça le problème du djihadiste là-bas. Et quand j'ai fini tout le post de Blé Goudé par rapport à ce djihadiste rencontré, j'ai eu pitié de Blaise Compaoré, j'ai eu pitié de ces négriers africains
qui sont là au service du colon, toujours du colon. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, le phénomène, bon, le Burkina, d'accord, mais le phénomène se déplace un petit peu dans la sous-région. Et ça vient jusque chez nous. Aujourd'hui, on nous a signalé que la zone nord, tout ça va, 57, cette zone est bouclée. Oui. Il y a des forces de l'autre partout. Eric, je voudrais terminer sur le cas du Togo, Oui. la frontière qui est menacée, tel que Ferdinand le dit. C'est une réalité, c'est une menace que nous avons à nos portes. Maintenant, nous avons des bérets rouges, des militaires qui sont là sur les champs, vous allez les retrouver à Mango, à Sokoré, à Bafilo. Moi, je voudrais que le gouvernement déploie tous ces militaires bérets rouges, les barbus là, tout ça là, au niveau des frontières Togo-Burkina jusqu'au Bénin, même si ils peuvent être combien 10 000 à occuper là-bas. Aucun djihadiste ne va pénétrer le territoire togolais. Et je vous m'excusez. La sécurité, c'est pas comme ça. Vous m'excusez. C'est pas comme ça, Le Tchad est allé loin en demandant même les burkas, ce que les femmes portent tout noir complet là. C'est vrai que le ministre me dira qu'il ne faut pas encore aller sur le terrain. Ça ne va pas nous attaquer avant qu'on ne stoppe certaines choses. Moi, je vois les gens quitter Casablanca et Dijalmon ici. Oui. Ils viennent directement du Ghana avec des trucs. Des burkas, oui. Quand je les vois, j'ai peur d'elles. Je te dis la vérité. Donc, il faudrait que tous ces militaires bérets rouges, bérets verts là, qui sont là dans les garnisons, sans pratiquement rien fournir, je voudrais qu'ils sortent maintenant pour protéger le territoire togolais. C'est leur mission. Il faut qu'ils le fassent. Attends, Ibrahim. Non, il faut dire que ce phénomène de djihadisme, de terrorisme et autres là sont des menaces réelles. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a eu des attaques à Bitou, à quelques kilomètres de 50, ça doit inquiéter sérieusement le pays. Et surtout lorsqu'on nous fait savoir aussi que lorsque ces djihadistes commettent des forfaits au niveau du Burkina, ils replient vers le Togo, le nord Ghana, le nord du Bénin, et après ils repartent. Donc ça voudrait dire que, quoi qu'on dise, ils sont déjà présents sur le territoire. Ils sont déjà présents, donc il faudrait renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Et en dehors de ça aussi, la lutte contre le terrorisme, je suis désolé, les états-majors des forces armées de la sous-région voient ça du côté riposte. Ce n'est pas forcément ça. Il faut aussi allier la coopération, la prévention, la coopération avec les populations. Ça, c'est important. Quand vous n'êtes pas en bon terme avec les populations aussi, ça crée de sérieux problèmes. Donc, il faut tout faire pour rassurer les populations, être en bon terme avec les populations, les amener à collaborer avec vous pour la traque de ces djihadistes. Parce que quoi qu'on dise, les djihadistes ne viennent pas en uniforme. On n'a pas écrit sur leur dos, ou bien ils ont un brassard sur lequel on a écrit djihadistes. Ils sont dans la population. Ils sont dans la population, dans la masse, bien évidemment. Et donc, si la masse est en confiance, est en odeur de sincérité avec les forces de l'ordre, il va de soi que lorsque cette population remarque qu'il y a sur un individu, ils ne tarderont pas à aller signaler. Donc, il faudrait qu'on ait la culture du renseignement auprès de la population. Parce que la menace est réelle. Quand on parle des terroristes, quand ils attaquent, vous savez que c'est des gens qui sont là pour créer seulement la psychose. C'est la psychose, attaquer n'importe qui, les écoles, le marché, les églises, les mosquées, partout, ils frappent. Et donc, il faut sincèrement faire un effort, amener la population à collaborer, à aider les forces de l'ordre à faire le travail qu'il faut. Et dans le cadre même de la refondation de l'armée, vous savez, le Togo a anticipé, le Togo a vu très loin la menace venir, parce que depuis un certain temps, on a vu que la sous-région ouest-africaine est infestée de ces réseaux djihadistes et terroristes, dont le Togo a procédé à ce que nous appelons la refondation de l'armée. Et c'était dit dans cette refondation qu'on devait quadriller le territoire. Le territoire. Et c'est pour cela qu'il y avait eu des forces militaires zone 1, zone 2, c'est-à-dire nord et sud, avec les forces de gendarmerie aussi, les forces de BIR aussi. Donc, le Togo est quadrillé. Mais il y a un élément très important qui n'a pas suivi, c'est l'achat des hélicoptères de reconnaissance. Ça, c'est très important. Parce qu'il nous faut des hélicoptères de reconnaissance qui doivent survoler la zone là. Lorsqu'il y a une menace, ce n'est pas prendre les pick-up et courir derrière les djihadistes, mais il faudrait qu'il y ait quand même, comment l'appelle-t-on, un hélico en haut, en coordination avec les troupes qui sont à terre. Et là, la traque sera beaucoup plus sophistiquée. Mais si on attend que, bon, ça a déclenché ici, on va quitter peut-être d'un endroit où les forces sont à 100 km, on doit aller rallier un lieu. Ben, je me dis que on risque que la lutte ne soit pas bien. Ils sont en moto, ils se déplacent vite. Ils se déplacent vite et ils ont vraiment une forte capacité de dissimulation. Oui, parce que en un rien de temps, il faut couvrir 20 km. En moto, c'est à peine 10 minutes. Hein. À peine 10 minutes. Et même avec des possibilités de slalomer, de passer par des points les plus... ou bien même aller se cacher.
pendant que le véhicule qui les poursuit va venir les traverser la route et continuer, ils cherchaient même les routes. Mais si c'est avec un hélico, comme je le disais, de reconnaissance, l'hélico en haut, je pense que tout est bien quadrillé, on voit tout. Et aujourd'hui, c'est très important. Je pense que le défi est énorme. Le défi est énorme. Et vous savez, en matière de sécurité, on ne badine pas. Je pense que l'État doit mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir prévenir le pays. Surtout qu'actuellement aussi, il n'y a pas trop de communication autour du sujet au niveau des... Oui, tout ce que je peux dire à propos, c'est que dans la région de Savane, les dispositions sont prises au niveau des forces armées togolaises pour bien cadrer le milieu et pour mieux le surveiller. Des informations à ma possession me disent que prouvent que l'état-major général, la gendarmerie et autres ont pris les dispositions nécessaires pour faire face à ces défis de djihadistes. Alors il y a un auditeur qui nous dit que le témoignage du djihadiste à la CPI, à Blegoudé, démontre tout simplement qu'aucun pays dans la sous-région n'est à l'abri de ce phénomène de djihadistes. Ces hommes trouvent-ils ces armes lourdes? C'est aussi là l'autre interrogation. Tout à l'heure, Ambroise parle de puissance occidentale, de la communauté internationale, qui pourrait, n'est-ce pas, peut-être armer ces gens-là. Non, pas de la communauté internationale. Oui, non, c'est une puissance. La communauté internationale, ça a une autre connotation. Mais la puissance, certaines puissances occidentales. Moi, j'indexe même, je l'ai dit, la France, parce que... pourquoi vous parlez tout le temps de la France? Vous savez, la France officielle, les dirigeants français font trop du mal à l'Afrique. Devant eux, je leur dirais ça. Ils peuvent me tuer, il n'y a pas de problème. Ils font trop du mal à l'Afrique, quoi. Et l'Africain lui-même? Mais l'Africain lui-même est phagocyté, l'Africain est manipulé, les dirigeants sont amorphes. Vous prenez le cas de Sankara, de Lumumba, mais il y en a même des dirigeants actuellement en Afrique, je ne parle pas de Maliens, comment vous l'appelez, non, je ne parle pas de ces gens-là. Ça, c'est les suppôts du pouvoir français. Ça, on le sait. Les Ouattara, tout ça, là, on les connaît. Mais il y a des Africains authentiques qui jouent à la diplomatie et à l'intelligence, comme l'actuel président ghanéen. Même les Wari, c'est des gens qui sont très méfiants. Les États-Unis avaient voulu envoyer des drones, quelque chose comme ça au Nigeria. Ils ont refusé. C'est pourquoi qui finance Boko Haram? Qui donne les armes à Boko Haram? Moi, quand on parle même d'Afrique comme tout ça là, c'est des choses que... Moi, j'ai peur de ces choses-là. Ils viendront vous infiltrer, phagocyter. C'est-à-dire que l'Afrique doit se prendre en charge en matière de sécurité. Ils font tout pour vous faire comprendre que vous seul, vous ne pouvez pas vous prendre en sécurité. Excusez-moi de vous contredire, mais vous savez que la sécurité, quand on parle de la sécurité, on parle du renseignement. C'est la communication, c'est les renseignements. Est-ce que vous avez des renseignements? Ben écoutez, je sais que l'Afrique du Sud a des moyens, des satellites, l'Égypte, l'Égypte et il y a encore l'autre. Désolé, mais les renseignements, c'est les Blancs qui nous l'offrent. Vous savez pourquoi moi, il y a des pays que moi j'adule. Vous savez pourquoi il y a des pays que j'adule? Même l'hôpital dont on parle, que les Français ont tout ça là, ils auraient pu faire appel aux Cubains. Je vous dis que vous aurez un hôpital que vous n'allez jamais regretter. Mais tout ce que ces Occidentaux font là, ils ne le font pas gratuitement. Ils ont toujours à gagner dedans. Ils font tout pour vous faire comprendre que sans nous, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire qu'eux, ils le font, et ils ont leurs renseignements dedans, ils font tout pour vous phagocyter, vous emballer, vous aurez toujours sous leur joug. C'est ça l'occidental. C'est ça l'esprit du dirigeant occidental. Et ça, le chef d'État ne le comprenne pas. C'est ça qui me tape sur les nerfs. C'est-à-dire, moi, je ne peux jamais être chef d'État. Je te dis, peut-être le même jour, ils vont me tuer. Mais si Dieu le veut, je peux faire au moins, comme Sankara a fait, au moins 4-5 ans avant de partir. Mais je veux rallier, pas possible de gens en Afrique avant qu'eux, ils ne commencent leur connerie. L'Afrique, les États-Unis, je parle de l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, il y a des grands pays là devaient avoir leur satellite de communication. Quand vous avez le satellite de communication, qui viendra vous imposer tel renseignement, tel renseignement? On fait même infiltrer la C14 par les gens de la DST. C'est ce que nous avons appris. Ça voudrait dire, même les généraux qui ont visité la C14, quand ils donnent les informations là, c'est les gens qui ont été utilisés. Donc, il y a tellement de choses que nous écoutons qui font mal, qui font tellement mal. Sur ce sujet-là. Bon, surtout, pour gagner... Quand on parle de la sécurité, c'est des renseignements. Hein. Pour gagner le défi sécuritaire, il faut le renseignement. Il faut les renseignements. Nous avons bien sûr les renseignements satellitaires, mais les renseignements les plus sûrs, c'est les renseignements humains. Quand je parle de renseignements humains, c'est les gens qui sont dans le milieu.
Et c'est l'erreur que l'armée nigériane a commise en maltraitant ses propres ressortissants à cause de Boko Haram. Et c'est là où ceux-là qui sont violentés, etc., ont rejoint Boko Haram ou bien donnaient plutôt des informations sur le déplacement de l'armée à Boko Haram. Donc, dans ce milieu, il faut une franche et sincère coopération avec la population. Parce que c'est la population qui va dénoncer ceux-là qui ne sont pas du milieu, qui ne sont pas connus avant. On voit une nouvelle figure, deux nouvelles figures, qui sont-ils? On peut aller vers les forces de sécurité pour leur dire que nous avons deux messieurs qui sont là, on ne sait pas, ils n'étaient pas ici. Donc, on peut aller faire fouiller chez eux, etc., faire des perquisitions et autres. Et dans le milieu, il faut une bonne entente, parce que les djihadistes interviennent là où il y a des mésententes, des guerres et autres là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les nôtres doivent jouer au franc jeu, se renseigner, avoir une bonne attitude envers les populations de la localité. Parce que entre 5 c'est Togo, 5 c'est Burkina et Bitou, la distance n'est pas tellement longue. Oui, c'est de kilomètres. Et c'est ce qui nous dit, pour ce genre de choses, un instant Ambroise, pour ce genre de choses, c'est le renseignement qui compte. Ce n'est pas envoyer toute l'armée au front. Je compte sur les gens de renseignement togolais. Oui, ce que j'ai dit. Oui, lui aussi il a raison. Moi aussi j'ai raison. Parce que si nous avons des militaires, dans certains pays vous avez des militaires qui sont des médecins, il y en a qui sont des comment vous l'appelez, il y en a qui font des fourneaux, oui, il y en a qui sont des frigoristes, il y en a et il y en a qui sont... Il y a tout dans l'armée. Il y a tout dans l'armée. Qu'est-ce que les nôtres font? Je sais qu'il y en a. Il y en a plein. Mais la majeure partie. Même jusqu'au coiffeur. Oui, la majeure partie. Comme le disait le colonel Djibril. La mécanisation agricole, on peut les injecter là-bas. Ici, ils vont apporter d'abord à leur famille et aux Togolais, comme en Égypte. Maintenant, comme il n'y a pas ça là, il faut les déplacer sur le terrain. Non, on en a besoin. Il ne faut pas déployer sur le territoire là où il y a menace djihadiste. Parce que, c'est quoi dire quelque chose de très important, c'est que les djihadistes infiltrent même les populations. En Syrie, on a voulu même bombarder toute une ville, même si les populations, les enfants ne meurent pas les populations. Mais ils ont essayé quand même d'infiltrer les populations pour que les djihadistes soient retranchés. Ils sont actuellement à 1 demi-kilomètre carré en Syrie. Oui. Et là, on peut aussi les vaincre ici. Et ils veulent nos richesses ici en Afrique. Ce que les gens ne comprennent pas. Ils veulent toujours piller. Maintenant, pour avoir la même mise sur la chose, on vous dit que seuls nous pouvons vous aider. On vous aide, mais nous, on va prendre ce territoire ici, comme le Mali. C'est quoi cette histoire? Je suis d'accord avec Ambroise, dit un auditeur qui s'appelle Norbert. Nos chefs d'État sont parfois complices avec ces djihadistes pour se maintenir, comme ce fut le cas de Blaise Compaoré. C'est une possibilité ou c'est une évidence? Non, pour le Burkina, on peut dire que Blaise Compaoré avait une relation incestueuse avec les réseaux djihadistes. Quand vous allez à Ouaga, je me rappelle, en 2000, avant même, je pense en 2012, 2011, 2009, j'étais à Ouaga. Et les djihadistes, on les voyait, les Touaregs, là, on les voyait à Ouaga 2000, les Agali, les Agag, là, mais on les voyait, ils sont visibles, et tout le monde sait, c'était un secret de polichinelle à Ouaga, que les djihadistes, les chefs djihadistes, là, logeaient à Ouaga 2000, ils étaient dans les villas là-bas, tout le monde le savait à Ouaga, c'est là-bas que moi j'ai appris cela, et par la suite, quand on dit il y a réunion des djihadistes, on dit le médiateur, Blaise Compaoré devait aller faire la médiation avec les djihadistes du Nord Mali et autres là, non mais c'était Blaise Compaoré. Et après, ils replient, ils viennent à Ouaga. Et tout le monde le savait. Et mon grand frère Fiakoulou venait de parler de Diendéré, qui jouait le rôle d'intermédiaire, qui connaissait jusqu'aux gîtes, jusqu'aux îlots dans lesquels les djihadistes se retranchaient lorsqu'ils procédaient aux enlèvements, au rap. Donc, ça ne doit pas nous intéresser. Donc, aujourd'hui, qui ne sont pas là, que Blaise Compaoré a fui le Burkina et que Diendéré est sous le verrou, il va de soi que leurs protégés puissent faire des incursions pour voir dans quelle mesure ils peuvent aussi inquiéter le pouvoir en place et voir éventuellement comment ramener leurs partenaires là au pouvoir. Il y a cette idée-là qui peut se dégager. Et même le nord du Mali. Ça, je vais rejoindre Ambroise pour accuser la France. Lorsqu'ils sont allés traquer, oui, bien évidemment, lorsqu'ils sont allés traquer les djihadistes, mais ils ont laissé les djihadistes à Kidal. Oui.
Ils les ont laissés là-bas, que c'est des gens qui sont porteurs de revendications légitimes, ce ne sont pas des choses... Mais comment on peut faire la part des choses entre djihadistes et des gens qui ne sont pas djihadistes? Moi, je ne comprends pas, parce que quand on veut riposter, quand on veut faire une riposte, une intervention, on neutralise toute la zone. Mais ils ont laissé les gens fuir Tombouctou, Gao et tout ça là pour aller se réfugier à Kidal, et on dit que bon là-bas, ça va aller là-bas. Les Maliens n'ont pas le droit de voilà. Et là où même c'est inquiétant, nos frères qui sont allés pour les opérations de maintien de la paix, quand ils sont revenus, mais il y a des gens qui ont fait des témoignages comme quoi ils cohabitaient, ils voyaient les djihadistes, ils les voient, ils sont là. Et aussi, quand ils se blessent, même ils viennent se faire soigner, tout ça là. C'est grave. Le pire dans ce que tu as dit, quand ils disent de les laisser là, au même moment, au Tchad, la France a bombardé, pas des terroristes, mais des gens qui sont dans une évasion politique légitime. Mais avec des armes, ils ont des armes. Mais ça se passe, non? Ce ne sont pas des djihadistes. Oui, mais ils ont des armes, c'est des rebelles. On passe du Mali, on a trouvé des djihadistes. C'est des rebelles. Les rebelles, c'est légitime. Au Kabila, oui, en Angola. Ils ont fait 25 ans de guerre, mais ils se sont entendus. Au Mozambique, le Frélimo et tout ça, ils se sont entendus. C'est la même chose qui se passe au Tchad, mais la France a déployé comment vous les appelez, des drones bombardiers pour ramasser les gens là, ils ne sont pas des djihadistes. Et ils sont même acculés dans leur assemblée. J'aime bien les Français, parce que les Français ne sont pas d'accord avec ce que les dirigeants font. Les dirigeants français, depuis De Gaulle jusqu'à aujourd'hui, peut-être c'est Hollande qui a été un peu humain dans sa manière de gérer. Un peu aussi Mitterrand, mais l'intérêt est toujours là. Maintenant, comment faire lui qui est actuellement, celui qui est là actuellement. Emmanuel Macron? Oui. Que vous avez adulé au début? Moi j'ai adulé Emmanuel Macron au début. Oui, bien sûr. Non, tu l'as trompé. Quand il a été élu. Par rapport à son âge. Par rapport à son âge. Il est là pour l'intérêt occidental. J'ai tous les bandes. Pour rappel, son âge. Pour rappel, le jeu que Blaise Compaoré a joué quand il était à la tête du Burkina était un rôle qui lui est confié par la France. Parce que suite aux élections à l'élection présidentielle en Algérie, où le Front Islamique du Salut, le fils, avait gagné, il avait fait un coup d'État pour les évincer. Et les attaquants ont commencé par pleuvoir en France, en Algérie et autres. Donc la France négocie et les déportait vers le Burkina Faso, où Blaise les entretenait. Et ce qui veut dire que Blaise est dans ce jeu, ça fait plusieurs années. Aujourd'hui, c'est pourquoi dès l'entame de cet entretien, j'ai dit que je ne sais pas si c'est un règlement de compte que les djihadistes font au Burkina Faso en disant que leurs deux mentors, le président et le chef de service de renseignement Diendéré, sont aux arrêts. C'est ça qui les pousse à le faire. Est-ce qu'ils sont burkinabés, nigériens ou nigérians? C'est le problème qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. D'accord. Il y a quelqu'un qui nous dit que nous prions que le ministre Yark mette du sien comme il sait le faire lorsqu'il s'agit de la politique, car Boko Haram est déjà dans nos murs. La preuve, c'est les braquages à répétition. C'est comme cela, ça commence. Notez aussi une chose, les djihadistes ne recrutent que sur place. Sur place. Ne pensez pas qu'ils vont venir en grand nombre de quelque part. Il suffit que deux individus rentrent dans le pays et avec les moyens de bord, et paf, le noyau est créé, nous dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit, c'est ce que Sarkozy a semé en Libye qui pousse aujourd'hui avec le terrorisme qui va s'étendre davantage, dit-il. Et puis, il y a un autre qui nous dit au Togo, avec opération déjà frappée qui peut collaborer avec les renseignements, nous dit-il. Tu avais posé la question de savoir où trouvent-ils les armes. Oui, bien sûr. Beaucoup d'armes ont été... 10 secondes. Beaucoup d'armes ont été volées après la chute de Kadhafi. Et toute la zone du Sahara a été a été pleine d'armes volées, de missiles, etc. Et même certaines armes ont été retirées des forces armées régulières au cours des combats. On a lu au Burkina, après la chute de Blaise Compaoré et les problèmes de leur force de présidentielle, de sécurité présidentielle. Il y en a qui sont partis avec des armes. Oui, bien sûr. Ah oui, donc n'oubliez pas cet aspect aussi. Monsieur, merci beaucoup. Le pire des présidents en France, c'est Sarkozy.
Il est 12h04 sur Radio, Taxi FM Lomé, Taxi Presse avec Fioklo d'Anglenou, Ambroise Ponjo et Acha Ibrahim. Avant de les retrouver pour la suite du débat, nous sommes en liaison avec la rédaction de Taxi FM et c'est avec Amen Assignon. Bonjour Amen. Bonjour Eric Gator. Très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Vous êtes au programme pour Taxi Midi à 12h45. Quel est le contenu de votre journal Amen? Eric, en fin de mission diplomatique, le Togo rend hommage à l'ambassadeur des États-Unis au Togo, David Gilmour. On en parle. L'OACI, l'Organisation des aviations civiles internationales, outille les fonctionnaires de ce secteur issus de 8 pays d'Afrique francophone, rencontre que Lomé abrite. Transformation numérique de la société, double défi des humanités numériques, des enjeux technologiques et humaines qui ont retenu l'attention des étudiants de l'ISICA lundi à l'Université de Lomé. Plus de détails sur ces concepts à suivre dans Taxi Midi. Et puis, violence sur les stades, comment y faire face? Ministère des Sports, FTF et CNO ont échangé autour du sujet lundi. Plus de précisions à 12h45. 12h45 avec toutes les précisions sur ce sujet. Merci beaucoup Amen Assignon et à tout à l'heure. Retour en studio avec les confrères des messages qui ne cessent d'arriver. Il y a un auditeur qui nous dit que les députés français y parlent seulement. C'est avec quel argent on les paye? Est-ce que ce n'est pas l'argent du pétrole du Tchad qui sont payés? Bon, un petit peu qu'on peut répondre à Ambroise Ponjo. Et puis un autre qui nous dit le problème est que nos dirigeants n'aiment pas diriger leur pays avec leurs opposants. C'est pourquoi les Français trouvent toujours leur opportunité de nous manipuler, nous dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit cette franche et sincère coopération des populations passera par la démocratisation du pays et la liberté des peuples pour endiguer la voie à ce terrorisme. Et puis un autre auditeur également qui nous dit moi personnellement, quand je vois l'attitude de nos corps habillés vis-à-vis de la population, je ne sais pas si c'est nécessaire de collaborer avec eux, nous dit l'auditeur. Avec 15 000 francs, on peut s'acheter un AK-47 sur le marché noir dans la bande sahélo-saharienne. Et ça, c'est un danger permanent qui guette nos pays. On va aborder un autre sujet. Je propose qu'on revienne sur cette sortie du président ghanéen. C'était dimanche dernier sur RFI, en tout cas dans l'émission L'International où il a été interrogé par RFI, Le Monde, et puis TV5 Monde également. Alors, de façon, ce qui nous intéresse dans cette interview, dans cet entretien, c'est le cas du Togo. Vous avez un commentaire à faire de façon générale sur sa sortie, puisque vous admirez le président ghanéen, vous avez dit? Oui, plus ou moins. Plus ou moins, parce que lui aussi, il a commencé par prendre le chemin. Vous décevoir? Oh oui, il a commencé par décevoir plus d'un. Quand vous voulez être africain, il faut l'être comme les Lumumba, les Sankara. Sankara n'a pas fait oser. Sankara le dit à qui veut l'entendre, même au sommet de l'UA à Addis Abeba, il le dit à qui veut l'entendre, dans son habit bien cousu par les fils, la file du coton du Burkina Faso. Maintenant, par rapport au Togo, le gars a lâché l'échec même de la CEDEAO dans la facilitation de la crise du Togo. Il a dit ça. Je salue les confrères, les consoeurs qui ont le Monde, France, le TV5 Monde et RFI qui ont interrogé le monsieur, surtout sur le Togo. Ça veut dire que même eux à l'international, ils savent qu'il y a un échec cuisant lié au règlement de la crise togolaise par la CEDEAO. Et d'un côté, on l'a dit dans l'interview à lui accordé par l'alternative. Ce qui veut dire quelque part qu'il y a un remords au sein de certains chefs d'État comme celui du Ghana qui avait tenté encore de recoller les morceaux en recevant les évêques et la coalition, mais la phagocytose de la France a encore agi en sorte que on vous dit que vous n'allez pas mettre vos nez dedans. Moi je me dis, ils sont qui? C'est-à-dire que Macron et eux, ils sont qui? C'est des hommes comme nous. Peut-être ils ont une puissance, ils ont l'armée, ils ont peut-être des gars. À part ça, zéro, rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé garçon face à eux pour leur dire la vérité, comme Sankara l'a fait. Au moins, si au moins on avait au moins une centaine d'Africains qui sont comme Sankara, au rang de leader des intellectuels, la France, les dirigeants français vont pourrir en Afrique ici. Ce que Sarkozy est venu réciter au Sénégal là, comme l'Afrique a raté de rentrer dans l'histoire, lui il devrait même avoir un raclé.
je le dis. Celui-là qui l'a giflé, je l'ai vu sur une vidéo, il a giflé de derrière. Le gars là, il faut le saluer, il faut le prendre par la main. Non, on ne peut pas encourager la violence. C'est pour dire, il n'y a pas de violence. Les dirigeants français nous énervent. C'est-à-dire que le problème du Togo, c'est la France. Il faudrait qu'on a le courage de le dire. Donc le président ghanéen veut bien aider le Togo, il a si bien dit, mais il a reconnu le chef de la CEDEAO. La CEDEAO doit revenir, tu ne sais pas. On doit prendre la médiation même de la CEDEAO, de l'Union africaine, pour le mettre au niveau des Nations Unies, parce qu'au-delà de tout, les Nations Unies sont une institution sérieuse. Vous avez une confiance. Il y a des gens qui se lèvent là-bas. Merci beaucoup à votre nom. Ferdinand Haïté, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Merci d'avoir gardé la ligne depuis tout ce temps et nous écouter religieusement. Alors, au chapitre politique, Ambroise a lancé le ton. Hein. Vous aussi, vous revenez dans la publication ce matin sur la facilitation dans la crise togolaise. Des couloirs seraient en train d'être empruntés de nouveau. Aujourd'hui, surtout après l'échec de la facilitation, pourquoi faire? C'est votre interrogation. C'est important pour vous aujourd'hui de poser clairement cette question? Oui, c'est important parce que on avait en fait tout le temps de régler le problème pendant la médiation. Il y a eu une longue médiation de la CEDEAO avec le chef d'État. Les protagonistes ont été suffisamment écoutés. On n'a pas compris pourquoi au sein de la CEDEAO, au sein des médiateurs, on a fait les élections du 20 décembre et on a validé ces élections à Abuja. Et puis maintenant, on vient nous dire oui. On est en train de faire les couloirs pour essayer de parler avec les acteurs de l'aéroport. Je pense que c'est pas responsable de la part de cette sortie-là n'est pas responsable parce que si il y avait quelque chose à faire, au moment il fallait le faire, publiquement il fallait le faire parce que rappelez-vous, toutes les organisations de la société civile au Togo, les religieux, les associations, tout le monde avait appelé à s'asseoir à ces élections et à s'asseoir pour régler définitivement le problème. Et des gens avaient été reçus par la facilitation, notamment l'association, il y avait le clergé avec les pasteurs et tout ça était allé au Ghana. Mais la facilitation n'a pas donné suite à ces préoccupations. Et quelques mois après les élections, l'un des principaux facilitateurs fait une sortie sur TV5 et nous dit oui, c'est pas la facilitation est terminée, mais nous sommes en train de continuer les pouvoirs pour essayer de faire entendre raison aux gens. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans les couloirs qu'on n'a pas pu faire pendant la longue médiation qu'on a eu publiquement? Il y a fondamentalement des questions à se poser sur ce qui se passe. Maintenant, dans cette sortie, le président ghanéen a déclaré que l'alternance est une affaire des Togolais eux-mêmes et que bon, ce que je souhaite pour nous, c'est que bon, on soit heureux qu'on ait une vie normale dans notre pays. Je pense que a priori il a raison. Le problème du Togo, c'est pour les Togolais eux-mêmes. C'est aux Togolais même de le régler et ça c'est à sa charge. Mais à sa charge, on peut aussi se poser des questions. Tu as dit que voilà un pays voisin qui a une longue frontière avec le Togo, avec qui les économies sont interdépendantes et les peuples ont presque la même histoire, et qui dit oui, le problème du Togo, c'est les Togolais de le régler. Si jamais demain il y a un souci au Togo ou que le Togo tombe dans l'instabilité, le Ghana est forcément touché. Et donc, à sa charge, cette déclaration n'est pas fondamentalement la déclaration d'un leader. Le problème qu'on a en Afrique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas véritablement de grands leaders. On a des gens qui se comportent comme des gestionnaires de comptoir au profit des corons et qui sont incapables de dire la vérité à leurs collègues ou à leurs frères quand ces gens sont en erreur. Donc, cette déclaration est quand même assez curieuse, mais elle intervient 2 jours après une visite de M. Pognatimbe au Ghana où il a rencontré le président Nana Akufo-Addo le vendredi dernier, après la pose de la première pierre de l'hôpital. Je pense que Fonia Kimbe s'est rendu directement au Ghana et il est rentré en début de soirée autour de 19h30. Et donc, c'est la question des réformes qui a été abordée ou c'est sur d'autres sujets qu'il est allé à Accra. On n'a pas véritablement les informations. Mais quand le président ghanéen vient sur TV5 2 jours après que les contacts sont avec les protagonistes pour essayer de faire avancer le dossier togolais, on comprend alors que la visite a tourné autour de ça. Mais cette déclaration ou cette sortie n'est pas vraiment responsable de la part des gens qui ont eu tout le temps pendant la facilitation de régler le problème, qui n'ont pas pu le faire ou qui ont pris des positions complaisantes et qui viennent aujourd'hui nous dire oui, nous sommes en train de faire les pouvoirs pour régler ce que nous n'avons pas pu régler publiquement. Il y a quand même, Ferdinand, l'Afrique 14 qui, elle, est complètement noyée dans tout ça aujourd'hui. Hein.
Bon, Noyer, je saurais le dire, ils ont certainement quelques soucis. Ces grandes personnes, ils vont tenter de les régler. C'est le souhait qu'on formule pour eux. Et vous savez, quand on traverse tout ce long processus-là, et qu'on en sort dans les conditions qu'on fait, il y a un contre-coup. Et il y a une situation à gérer. Et je pense que, bon, c'est des gens qui sont en train de travailler à faire taire un peu les divergences qui surgissent entre eux. C'est vrai que c'est pas déjà évident à 14 de travailler. Il y aura toujours les humeurs des uns des autres. Tout ce qu'on leur demande, c'est de voir le peuple togolais et le sacrifice que ce peuple fait et de mettre la volonté de ce peuple-là au-dessus de leur égo, de leur calcul personnel. C'est ce qu'on peut leur souhaiter. Maintenant, pour le reste, on verra. Très bien, Ferdinand, on va vous laisser partir. Merci quand même pour votre disponibilité. Merci de nous avoir accompagnés. Merci et grâce à l'État, Eric. Allez, à bientôt. À plus tard. Retour en studio. Acha Ibrahim, quand vous écoutez le président ghanéen, quand il dit le problème des Togolais, c'est à eux de le régler, là, il n'a pas menti. Mais en même temps, la facilitation aujourd'hui, qu'elle a fini son travail, à quoi bon encore faire des couloirs aujourd'hui? Non, il faut dire que le problème togolais n'est pas résolu. Et ils en sont conscients. La facilitation est consciente du fait que la crise togolaise n'a pas à proprement parler fini. Donc ça a été un échec finalement, la facilitation. Bon, parler d'un échec, non, il faut l'objectif, c'est de régler le problème togolais. Non, dès l'entame, le président ghanéen a été clair. Nous voulons aider les Togolais à trouver des solutions à leurs problèmes. Il a été clair. Et c'est ce qu'il avait dit. On n'a pas trouvé de solution au problème, donc on a échoué. Les Togolais n'ont pas fait preuve de volonté suffisante pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc on a échoué. On n'a pas échoué. On n'a pas échoué. Il y a eu des élections qui se sont déroulées, je vais parler des législatives, et ça a un peu bouleversé un camp, et l'autre camp se sent aussi avoir peut-être gagné, mais avoir triomphé, mais c'était vraiment une victoire, comme on le dit, à la Pyrrhus, ou bien. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et quand vous les interrogez séparément, quand vous priez que ce soit des gens du pouvoir ou bien de l'opposition, ils reconnaissent que la situation n'a pas sérieusement évolué et qu'il faut quand même faire encore des efforts. Il faut encore travailler pour que le Togo sorte de l'ornière. Oui, je n'aime pas trop l'échec parce que c'est... Vous comprenez que je n'aime pas trop l'échec. J'aime toujours être optimiste et travailler véritablement pour améliorer les situations. Je pense que c'est ce que le président ghanéen est en train de dire. Donc, il y a les couloirs qui se feront. Le travail se fera. Je pense que le Togo va retrouver la normalité très bientôt. Fioklou, sur ce sujet, sur les déclarations du président ghanéen. Le président ghanéen a été clair. La facilitation a pris fin. Néanmoins, nous continuons les couloirs pour rapprocher les deux parties, pour qu'il y ait la stabilité. Parce que c'est un pays voisin, quand il y a déstabilisation ici, il sera le premier affecté. Donc, il faut continuer par parler aux deux camps, et c'est ce qui continue pas à être fait. Même lors de la conférence de presse de la CEDEAO à l'hôtel de février, le responsable paix et sécurité, le général Béhanzin, a bien la mission d'observation. Les élections ont eu lieu, mais le dialogue continue entre les deux parties. Ça veut dire qu'on s'est finalement rendu compte que les élections, c'était pas ça la solution au problème togolais. Eric, il faut avoir le courage de dire ce qui s'est passé. Tous ces messieurs-là dont on parle, la Béhanzin, tout ça là, c'est le mal de l'Afrique. Ce sont le mal même de l'Afrique. Ils n'ont pas le courage de dire... Pourquoi vous trouvez toujours le mal en l'autre, Ambroise? Il s'excite de moi. Je suis protagoniste de la crise togolaise. Non, mais enfin, non. Tu en parles. Il faut savoir comment en parler. Mais parlez de la France, il y a le mal de l'Afrique, vous parlez de Béhanzin. Moi, j'ai ma langue qui est libre. Oui, bien sûr. Je suis libre de dire ce que je... C'est mon opinion. Respectez-la. Oui, bien sûr. Je dis, c'est M. Béhanzin là, qui savait très bien que l'élection n'allait pas aboutir à de bons résultats. Qui vont retourner à la barque? Qui vont retourner dans leur chambre? Aujourd'hui, nous sommes... On en est là aujourd'hui. On en est là. On est face même à l'échec cuisant. Je soupçonne même Faure Gnassingbé qui a été au Ghana parce qu'avant que les élections ne soient organisées, ils ont fait une visite au niveau du Nigeria avant d'organiser les élections sans faire les réformes. Alors que pourtant les réformes étaient préconisées avant les réformes. Maintenant, ils vont aller aux élections locales sans annoncer des dates. Ils sont même en train de vouloir
refaire la CENI sans la C14. Peut-être c'est à cause de ça qu'il allait pour le président gagner, parce qu'ils informent d'abord avant de le faire. Ils ont fait la même chose en France. Ils ont dit aux répondants du Quai d'Orsay, comme quoi, nous, ces élections-là, comme la situation est bloquée, nous sommes dans un vide législatif, il faudrait qu'on aille. Ils ont fait maintenant, les mêmes problèmes demeurent. Alors, qui trompe qui? Je leur dis qu'il faut semblant d'avoir un boulevard. Moi, j'en appelle à la C14 de se réveiller de son tombeau, de mettre le flambeau devant, la C14 Togo debout, tout ce monde-là, et le père Afognon, comment vous l'appelez, tout ce monde-là doit se réveiller, donner un délai au pouvoir de faire les réformes telles que préconisées par la CEDEAO. Autrement dit, ils vont retrouver tous les gens dans toutes les rues du Togo. Oui, c'est comme ça. S'ils se muent dans un silence, moi, il m'étonne. La C14 doit se réveiller. Laissez les divergences là. Celui qui ne veut pas aller, laissez-le au carreau, continuez la lutte. C'est comme ça. Ça, c'est Ambroise qui parle. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut vous qualifier quand je vous écoute parler. Mais il y a une auditeur qui nous dit que le problème, bon voilà, je pense qu'il a supprimé son message, c'est pas grave. Il y a un autre qui nous dit, le président n'a pas le choix de s'aligner derrière les desiderata de la CEDEAO. Cette dernière est tout simplement venue en aide au pouvoir de Lomé. Si la C14 a encore les moyens de rapport de force comme elle avait eu au début de la crise, la CEDEAO va défendre la position de l'opposition, nous dit donc l'auditeur. Mais le problème réel encore aujourd'hui, là on se rend compte que, écoutez, on donnera la parole aux auditeurs tout à l'heure, hein, dans 3-4 minutes, où ils pourront intervenir sur le sujet. Mais le problème réel, on se rend compte que, eh bien, au Togo, le problème, il est là, on ne l'a pas encore touché. Le Ghanéen disait que c'est aux Togolais de régler le problème de l'alternance. Ça veut dire qu'ils ne s'en mêlent pas véritablement. Comment est-ce qu'il faut remettre les gens autour de la table? C'est le défi aujourd'hui, M. Clou. Non, seulement, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut remettre les gens autour de la table. Il faut les remettre. Non. Depuis la médiation de la CEDEAO, est-ce que tu as vu le pouvoir et l'opposition autour d'une table pour se regarder les yeux dans les yeux, pour discuter les problèmes du pays? La CEDEAO les prend en aparté, discute, alors qu'ils devaient être autour d'une table, ensemble, et la CEDEAO à côté, ils vont discute avec la C14 de côté, après on va discuter avec le pouvoir. Et ce n'est pas la bonne méthode, et c'est ce que nous avons eu comme résultat. S'ils étaient autour d'une même table, et se regardaient les yeux dans les yeux, ils discutent. Ils ont mangé au moins ensemble, là, autour d'une seule table. Vous vous rappelez, en Guinée, ils ont mangé autour d'une table. Mais ils n'ont pas discuté du problème togolais autour d'une table. C'est là le mal. C'est là le mal. Il faut que c'est l'opposition et la C14 et le pouvoir soient autour d'une table pour discuter des vrais problèmes du pays. Si ce n'est pas fait, c'est grave. La CEDEAO, quand les gens disent que la CEDEAO fait ceci, la CEDEAO fait cela, la CEDEAO ne fait pas partie du Togo. Quand je dis la CEDEAO ne fait pas partie du Togo, c'est le Togo qui fait partie de la CEDEAO. Et en plus, la CEDEAO est venue pour nous aider. C'est la volonté politique des deux camps qui fera que ça doit évoluer. Et il y a nécessité aujourd'hui. Bon, il y a la CENI qui lance, l'Assemblée nationale a lancé l'appel à candidature pour la formation de la CENI. D'une nouvelle CENI. Aujourd'hui, on verra si la C14 va envoyer ce dossier pour être membre de cette CENI. Et ça, c'est à l'Assemblée nationale qu'on fera l'élection. Oui, c'est aux députés qui doivent décider quel parti prendre au niveau de l'opposition extra-parlementaire. C'est grave, c'est les textes qui le disent. Oui, les textes sont là, mais les lois supranationales aussi sont là. L'accord signé pas dans la feuille de route par la CEDEAO, ce n'est pas cette assemblée bouton-là dont on veut prendre les gens pour envoyer à la CENI. Il faudrait qu'on soit clair. Quel accord on a signé? Cette histoire-là. Il y a le code électoral. Oui. L'article 12 et 14. Oui. Le code électoral, les gens on avait déjà commencé par le violer. Le code est là avant que la CEDEAO n'arrive avec sa feuille de route. Et la feuille de route a supplanté certains articles, certaines dispositions du code électoral. Pourquoi ne pas continuer avec la C14? Il veut prendre les géants pour mettre dans la CENI. Non, on dit la médiation a pris fin. La médiation. Donc la crise aussi a pris fin. Non, voilà. Moi aussi, la crise a pris fin. En principe, les élections est très intéressant. Jean-Claude dit qu'au lieu de remettre tous les gens à la même temps pour discuter, voir vis-à-vis, la méthode. On a fait une méthode en aparté. Celui-ci dit une chose, il vient dire le contraire à l'autre chose la nuit. C'est ce qui s'est passé.
Maintenant, revenons à la réelle. La crise est toujours là. Comment faire? Ramener les 8 de 14 à la CENI, revoir le fichier électoral et discuter du code électoral pour aller aux élections. On avait permis quand même aux gens d'être à la CENI, ils avaient refusé à l'époque. Non, ils n'avaient pas refusé. Il y avait des préalables. Et la CENI avait compris ça. Faut pas mettre. D'accord. Il y a des marches à suivre avant d'aller à l'élection. Il y a un auditeur qui nous dit que le problème togolais n'était pas les législatives, mais plutôt les réformes. Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que la facilitation a pris fin est un abandon de leur part. Parce qu'on n'a pas eu les réformes. La conclusion. C'est sur cet aspect que je voulais revenir. En 1 minute, et on va prendre le premier auditeur. Voilà, je voulais revenir sur cet aspect et dire que la nouvelle Assemblée nationale nous a promis les réformes. Oui. Et dès leur première rencontre, c'est ce que tout le monde disait. Les Djeri Tama étaient très contents d'être députés et ils nous disaient que leur préoccupation, leur première bien évidemment, et le chantier, le tout premier chantier qu'ils doivent vraiment entamer, ce sont les réformes. Et jusqu'alors, les réformes sont où? C'est ça la question. Donc, il faudrait que ce Parlement s'affirme et ce Parlement puisse nous servir véritablement ce que les Togolais attendent, les réformes. Donc, il faudrait aller vers ces réformes et c'est important. Si on va vers ces réformes, je pense que ce que nous parlons par rapport à l'alternance, par rapport à la stabilité et tout ça là, ça peut vraiment aller. Mais s'il n'y a pas les réformes, c'est que les populations vont toujours continuer par gronder et peut-être même il y aura certains qui vont vouloir sortir dans la rue parce que les réformes ne sont pas au rendez-vous. 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59, c'est sur ces deux numéros-là que vous pouvez nous joindre directement à l'antenne. Allô? Bonjour, c'est Eric Gator. Bonjour, cher Kanide, comment allez-vous? Ça va bien. Nous vous écoutons très rapidement. Bon, c'est pour réagir sur la sortie du président ghanéen. Allez-y. Bon, moi, j'ai été à Rui et ça m'a fait pitié. Il n'a pas pu déclarer qu'il a eu échec dans sa médiation. Et aujourd'hui, il nous dit que pour l'alternance, ça ne regarde que les Togolais. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Non, il ne faut pas que la communauté internationale prenne des Togolais pour des cons, quoi. Est-ce que le problème togolais était d'aller à une élection législative? Non, ce n'était pas le problème togolais. Il était venu dans une médiation. Au finish, on n'a pas eu les réformes. Et puis aujourd'hui, il est là, sans reconnaître sa défaite cuisante. Et puis il nous dit que l'alternance ne concerne que les Togolais. Ça veut dire quoi tout ça là? Bon, et mon deuxième souci, c'est que c'est concernant le terrorisme. Oui. Bon, ces gens de Boko Haram, ces terroristes, ces djihadistes et autres là, je ne sais pas que vous, en tant que journaliste qui êtes au studio là-bas, vous avez été aux nouvelles, hein? Qu'est-ce que les gens là veulent même? Qu'est-ce qu'ils veulent? Non, mais ils ne parlent pas, ils disent rien, il n'y a pas même de revendication, il n'y a rien. On constate. C'est ça la psychose, justement. Et vous ne voyez pas que c'est une aberration. Eux, ils ont une arme en main, et puis face à un civil qui n'a rien, et puis qui tire sur eux. Et tout ça là, c'est la France qui gère tout ça là. Ça veut dire quoi tout ça là? Ah, pourquoi? Vous avez l'assurance que c'est la France qui arme ces djihadistes? Qu'est-ce que la France fait actuellement au Mali? Il monte des terroristes là-bas. Après tout, il s'accapare des localités où il y a de très importantes richesses minières là-bas au Mali. C'est ça que la France fait. Mais il faut que la France nous laisse tranquille. Hein. Merci beaucoup, Kaindek. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Et justement, sur cette question, il y a un auteur qui nous dit « Ne vous inquiétez pas de la menace des djihadistes au portique du Nord Togo. Un adage de chez nous dit que l'oiseau qui chante pour appeler la pluie endurera les conséquences de l'orage. » C'est ce que l'auditeur a écrit. Au début de la crise politique togolaise, les autorités s'époumonaient et s'amusaient à parler du terrorisme. Nous y voilà. Au lieu que les militaires dérangent la tranquillité des paisibles et pacifiques populations de Sokodé, Bafilo et Mango, il ferait mieux d'aller défendre l'intégrité territoriale du Togo et à la frontière de Cinquancé. C'est leur mission régalienne. C'est maintenant qu'on verra la compétence réelle des fameux officiers supérieurs du Togo qui ne savent que frapper les pauvres manifestants, nous dit donc tout auditeur. On va prendre un autre au téléphone. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Monsieur Djeri, nous vous écoutons.
Je crois qu'aujourd'hui, tous mes favoris sont sur le plateau. Allez-y, nous vous écoutons. Et j'espère qu'un jour, j'aurai la chance de rencontrer Ambroise. Il n'y a pas de souci. Tout ce que je veux dire, c'est que le journaliste Claudie Sillard, dans une de ses chansons, a dit ceci. Pour quelle culture vous vous battez? Je suis noir, je suis fier de l'être, je bats pour la culture noire. Tous ces dirigeants-là qui nous dirigent, je me demande ce qu'ils ont dans leur tête. Le blanc en face de vous pense toujours qu'il est supérieur à vous. Même s'il est pasteur, même s'il est prêtre, en face de noir, pense toujours qu'il est supérieur au noir. Alors, pour quelle culture nos dirigeants se battent? Vous voyez un certain Kufuor, il se dit panafricaniste. Le Togo est son pays voisin. Alors il nous dit que la médiation est terminée. Allez-y voir les mallettes de billets d'avion, de billets de banque ont transité par là. Alors, messieurs les journalistes, pour quelle culture vous battez? C'est la question. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Jerry. Merci de nous avoir appelés. Il y a un auditeur qui nous dit la C14 fait toujours partie de la scène politique togolaise et, à mon avis, elle reviendra en force en 2020 pour rendre effective l'alternance du Togo. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Eric. Monsieur Maglou? Eric de Tocoin. Ah, Eric, très bien, nous vous écoutons. Ah oui, en fait, je voulais ajouter un peu de l'eau au moulin d'Ambroise pour dire que la CENI est élue pour un mandat d'1 an. Donc, cette CENI qui a été issue de l'accord là, normalement, son mandat va finir pratiquement en octobre. Donc, si aujourd'hui, déjà, l'Assemblée demande à pouvoir mettre sur place une nouvelle CENI, moi, je trouve qu'ils sont en train déjà de violer le code électoral. Et aussi, il souffrait que... Non, monsieur Eric, cette CENI-là, qui est en train de finir son mandat, a été élu en 2017. Donc, le 9 février, donc son mandat est fini, terminé. Le 9 février. Non, c'est la dernière fois en 2018 qu'ils ont eu finalement l'accord. Non, mais la CENI était en place déjà. C'était déjà en place, qu'on n'a pas encore organisé les élections. Donc, son mandat est terminé. Ok. Ouais. Merci beaucoup, Eric. Merci de nous avoir appelés. Il y a un autre auditeur qui, lui, s'intéresse donc à cette histoire, enfin, d'hôpital. Hein. C'est pas une histoire, mais l'hôpital, on en avait parlé au début de l'émission. Il dit vivement que cet hôpital voit le jour très rapidement et que les frais de consultation et d'hospitalisation soient à la portée de tous les Togolaises et tous les Togolais de toutes les couches sociales. Ensuite, il faut que l'État en lui-même puisse avoir une vision et avoir une priorité pour la santé des Togolais. En une semaine, j'ai perdu 2 parents foudroyés par un AVC. Hier nuit seulement, on vient de m'apprendre l'hospitalisation d'une 3e personne tombée aussi et qui se trouve à l'hôpital entre la vie et la mort en ce moment. Une meilleure politique de santé d'un État responsable est avant tout la prévention et l'anticipation sur tout mal qui peut décimer la population. Aujourd'hui, les AVC sont monnaie courante, les insuffisances rénales, mais le cas ne dit rien. Ce cas ne dit rien à personne. Mais c'est la faute de l'État. Aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle sur tout ce qui rentre dans ce pays en matière d'alimentation. Nous voyons sur le marché toutes sortes d'huiles, de cubes, ainsi de suite, et personne ne contrôle et ne dit rien. Sur nos radios et télé, on voit des publicités et des publi-reportages de ces produits qui nous tuent. On se demande si la HAC ne voit pas tout ça pour mettre la censure. Bref, il ne s'agit pas de construire un hôpital qui ne servira pas tous les Togolais. C'est ce que me dit donc l'auditeur. On va prendre un dernier auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour, cher ami, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour, vous allez bien? Allô? Allô? Est-ce que vous nous recevez, cher ami? Oui, je suis Abdoul depuis Agoy. Nous vous écoutons, Abdoul. Monsieur Abdoul depuis Agoy. Nous vous écoutons, cher ami. Ok, bon, parlant de la C14, moi, quand les gens disent comme c'est un échec au niveau de la C14, moi, je trouve que c'est trop tôt de parler de l'échec au niveau de la C14. Puisque si les gens ne continuent pas à le dire, c'est comme si ils induisent le pouvoir dans leurs erreurs.
à ne pas opérer les réformes avant les élections de 2020. Et là, tel que le peuple togolais est debout, est-ce que, moi je pose la question, sans les réformes, est-ce que les élections de 2020 peuvent bien passer sans les victimes, les morts et tout ce qu'on assiste chaque année, et oui, chaque fois qu'il y a les élections? Moi je pose cette question. D'accord. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, Abdoul. Merci de nous avoir appelés. On peut prendre un dernier auditeur. Très bien. Merci beaucoup, Manou. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour. Vous avez beaucoup de chance, hein? Quel est votre nom? Oui, c'est monsieur Kolani. Nous vous écoutons, Kolani. Ok, moi je voudrais intervenir par rapport au problème du terrorisme au nord du Togo, au sud du Burkina. Oui. Monsieur Otiakoulou, que je dis bonjour au passage, a dit quelque chose que moi je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on me dit qu'il y a des informations comme quoi le Togo a pris des dispositions et que les mesures sécuritaires sont prises au niveau de Dapong. Mais selon les informations, les terroristes, après avoir opéré, ont pénétré, c'est-à-dire que sur le territoire togolais. Donc, ils sont venus pour se sécuriser et c'est de là qu'ils sont repartis au Burkina. Si vraiment la zone de Dapong était vraiment bouclée par les forces de l'ordre et des forces armées, est-ce que les terroristes auraient plutôt le courage de pénétrer le territoire togolais avant de repartir? Mais c'est parce que la zone a été vraiment déserte de militaires qu'ils ont pu pénétrer, prendre vraiment le temps de se préparer avant de retourner au Burkina. Nous parlons du terrorisme, il ne faudrait pas qu'on dandine sur certains trucs. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on insiste au niveau des autorités pour que les mesures soient vraiment prises. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois certains journalistes viennent pour dire certains trucs comme quoi on n'est pas en train d'accuser nos autorités, mais c'est un appel que nous lançons afin que les mesures soient prises. D'accord. Merci beaucoup, M. Kolani. C'est une question vraiment essentielle. Il ne faudrait pas. Oui, bien sûr. Ça. Bien sûr. Okay, merci, Eric. Merci de nous avoir appelés, cher Kolani. Passez une excellente journée. Surtout, vous voulez réagir sur le dernier auditeur d'ailleurs. Oui, j'accepte bien ce que M. Kolani a dit, mais il faut qu'il ait l'esprit que la frontière à Dapong à Saint-Kessé, ceux qui rentrent au Togo comme passagers là, ils n'ont aucune inscription derrière djihadistes. Et il n'y a personne qui puisse dire aussi que 5 ou 20 djihadistes sont rentrés à Dapong et en sont ressortis. C'est ça le problème. D'accord, très bien. Alors il y a un auteur qui nous dit c'est triste pour notre pays et pour les dirigeants de la CEDEAO. C'est maintenant que Nana Akufo-Addo vient faire des couloirs après avoir cautionné la nomination des nouveaux usurpateurs, c'est le terme qu'il a utilisé, de députés. S'ils n'ont pas échoué, pourquoi font-ils encore des couloirs, se demande tout simplement l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit nos militaires qui se comportent en jambri avec les civils, n'ont qu'à aller se mesurer avec les terroristes. C'est ce que nous dit donc l'auditeur. Et puis un dernier message. La C14 est bel et bien et reste la véritable opposition du Togo. Elle sera toujours là pour une alternance pacifique au Togo. Ceux du Parlement sont fabriqués. On ne fabrique pas une opposition. Une opposition aussi joue un rôle pour le développement d'un pays. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur le dernier. On va finir là-dessus, justement. Le dernier message. Moi, je crois que la C14 a intérêt à se réveiller de son sommeil. Heureusement qu'elle n'est pas dans un sommeil, c'est des difficultés qui sont en train de régler entre eux. Et je crois que les Togolais ne sont pas cons. Ils savent très bien que l'opposition ne se retrouve que hors de cette assemblée qui a été nommée, qui a été fabriquée. Maintenant, il va falloir que toutes les forces soient unies. Je crois en mon sens. Les Togolais attendent de voir et Togo Citoyen Debout et la C14 qui reste toujours l'opposition véritable au Togo, et le frère Fognon et son mouvement, à Fognon plutôt son mouvement, pour réveiller les Togolais et remobiliser, d'occuper toutes les rues du Togo. Je dis bien du Togo, pas de Lomé, du Togo. Merci beaucoup, Ambroise. Oui. Et faire confiance à ce pouvoir que le boulevard... Non, par rapport au problème de la sécurité des djihadistes, donc demander à la population de collaborer avec les forces de l'ordre, de faire un effort. C'est vrai que nous avons des problèmes, des appréhensions par rapport à ces forces de l'ordre, mais il s'agit de la sécurité du pays, de nous tous. Donc les djihadistes, ils ne frappent pas seulement les forces de l'ordre, mais ils frappent tout le monde. Donc nous devons collaborer pour préserver vraiment la paix dans notre pays. Et l'autre aspect par rapport à la crise, c'est vrai que la CEDEAO, son souci, c'est la stabilité, c'est que l'économie soit florissante et autres là-bas. Maintenant, la
résolution même du problème par rapport, ça doit passer par les réformes. Donc que les Togolais, surtout la nouvelle Assemblée nationale, fassent un effort nécessaire pour aller vite vers ces réformes. Et cet auditeur de nous dire, Akufo-Addo ou aveu d'impuissance, il croit qu'il peut régler le problème togolais. Ce type nous fait pitié, dit l'auditeur. Et il y a un autre qui nous dit, nos dirigeants comme les opposants cherchent d'abord leurs intérêts avant celles du peuple. Le problème du Togo dépend des deux bords à cause de ces calculs politiciens. Messieurs, merci beaucoup. Ambroise Ponjo, le patron du journal des Guardian, Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau, et Fioclou Adanglo, le patron du journal L'Enquêteur. Merci à Emmanuel Lafanyagbe qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Rigator. Si Dieu nous prête vie, demain, on sera encore ensemble pour d'autres sujets d'actualité. Passez une excellente journée. Juste après nous, c'est Amen Assignan qui vous retrouvera pour le journal. C'est à 12h40. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.